Lui, c'est Jules. À 21 ans, Jules est à la tête de Netcord, l'agence numéro 1 en France spécialisée dans la création et l'animation de communautés sur Discord. Il est aussi associé à Théo Lyon au sein de Kudak, et pourtant, il y a à peine 3 ans, l'entrepreneuriat n'était pas dans ses plans. Après un bref passage en fac de droit, tout s'écroule. Il arrête les cours au bout d'un mois et demi, se fait voler son scooter, perd sa copine et le peu d'économie qu'il avait, plus de repères, plus d'identité. Il tombe alors par hasard sur une vidéo de Théo Lyon qui lui ouvre un nouveau monde, celui des agences. Jules se lance sans attendre. Ayant beaucoup navigué sur Discord pendant la bulle NFT, il décide d'en faire son terrain de jeu. Alors il crée son profil Malte, fait ses premiers 1000 € en un jour et enchaîne les missions. Puis il intègre l'ESSEC, développe son agence en parallèle, jusqu'à créer le serveur Discord du GP Explorer 2. Aujourd'hui, son agence réalise 1,4 million d'euros par an et il bosse avec Louis Vuitton, le PSG, Universal et bien d'autres. Alors comment on passe de simple freelance à associé d'une des plus grosses agences de France? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jeunes Doers. Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu les premiers épisodes, je rappelle très rapidement le concept. C'est très simple, à chaque épisode, j'interviewe et j'échange avec des jeunes doers, donc des jeunes artistes, des jeunes sportifs, des jeunes entrepreneurs. Bref, des jeunes qui ont des ambitions et qui passent à l'action pour atteindre leurs objectifs, tout simplement. Aujourd'hui, je suis très content d'être avec Jules. Comment tu vas ? Très bien, merci de m'accueillir. Merci d'être venu, mec, ça fait très plaisir. Jules, je vais te laisser te présenter pour ceux qui nous écoutent et qui te connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Jules Palatin, j'ai 21 ans et je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Netcord, qui fait partie du groupe Kudak, auquel je suis associé aussi. Et globalement, mon agence, elle fait de la création et de l'animation de communauté sur Discord. Ça fait 3 ans à peu près que je fais ça et 2 ans et demi que c'est, on va dire, bien structuré en agence, quoi. Ok, trop cool. Du coup, comme je te disais juste avant le podcast, et comme ceux qui nous écoutent le savent, j'aime bien revenir un peu plus tôt dans le parcours, surtout que tu es jeune, tu as 21 ans, tu l'as dit. Ouais. Donc tu es 2003 ? Fin 2003, fin décembre. J'aimerais bien revenir sur ton... tu vois, le Jules, il a 16-17 ans, il est au lycée. Quelles sont ses ambitions, ses aspirations, comment il est, de quoi il rêve, tu vois. C'est marrant, parce que alors je sais pas quelles sont les réponses à ces questions des autres gars qui viennent. Elles sont variables. Je sais que t'en as beaucoup, j'imagine, mais je sais que t'en as beaucoup qui, en tout cas dans mon entourage, qui ont eu des aspirations entrepreneuriales très jeunes, ce qui n'était pas du tout mon cas. Très jeune, tu vois, on va dire, oui, c'était relativement, ça arrivait quand même, j'étais jeune encore, mais on va dire jusqu'à mes vraiment 17 ans, je savais pas, même le mot entrepreneuriat, je savais pas ce que ça voulait dire. J'ai jamais aspiré en fait à devenir entrepreneur ou quoi que ce soit. Okay. Jusqu'à 16 ans, 17 ans, jusqu'à 17 ans, en fait, ce que je voulais faire, c'était soit sportif. Ok, tu faisais du sport ? Je faisais beaucoup de ski. Ok. Mais je me suis rendu compte assez jeune quand même que je pourrais pas en faire. Alors, je pourrais pas devenir professionnel, mais potentiellement en faire ma vie, ça je savais pas. Soit sportif, soit journaliste sportif. Moi, j'étais grave passionné par le sport. Tu kiffais le sport et... de ouf, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais voilà. Et en fait, j'ai quand même eu un petit côté entrepreneurial qui s'est développé à 16 ans, mais sans que je me rende compte. À 16-17 ans, en terminale, je vendais des vêtements avec des potes. On avait trouvé une petite douille, en gros, pour avoir des vêtements moins chers, voire très très peu chers. C'était quoi, c'est Vinted ou rien à voir C'était du Vinted. Okay. Après, on vendait sur Vinted, mais on achetait aussi sur des marques, sur des trucs. Et ensuite, on revendait les vêtements. Et donc, ça me permettait de... Je sais pas, comme ça, je devais faire 1000 € par mois, comme ça. Quand même, bon argent de poche, quoi. Je trouvais ouf à l'époque en terminale. T'étais en terminale, ouais, terminale. Donc vraiment quand j'avais 16 ans. Mais à aucun moment, je faisais ça pour, très longtemps, à l'époque, je faisais ça pour m'acheter un scooter. J'avais déjà un scooter pour améliorer le scooter que j'avais. Débrider le... Ouais, en gros, je voulais un Yamaha. C'est dans les 50, quand t'es jeune. Le mieux, c'est un Yamaha. Du coup, je voulais un Yamaha, j'avais pas l'argent. Du coup, c'est pour ça que je vendais des vêtements. Mais vraiment, sans aucune... je regardais pas de vidéos. J'avais aucun côté entrepreneur. Dans ma tête, c'était clair. Je voulais devenir journaliste sportif. T'as fait dans le sport en général. J'avais fait mes stages et tout dans ce sens-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé des études de droit. Pourquoi j'ai commencé des études de droit alors que je voulais faire journaliste ou le sport, etc. C'est tout simplement parce que tous les autres vœux que j'ai eus, donc certaines écoles de journalisme aussi, des IEP, donc c'est les Sciences Po de province, j'ai été refusé partout en fait. J'avais pas j'étais pas un gros bosseur
au lycée. C'est pas évident en plus de choper Sciences Po quand même. Ouais, non, mais les IEP, c'est un peu plus faisable. Il y en a pas mal dans l'école où j'étais dans une école qui était quand même assez liée. T'étais à Lyon, toi, c'est ça? J'étais à Lyon, chez les Chartreux, qui est un bon lycée privé, qui a un bon niveau et qui, en général, amène les gens, alors pas forcément à arriver jusqu'à Sciences Po Paris, parce que c'est des méthodes d'admission qui sont un peu. Enfin, qui ne fitent pas très bien avec les Chartreux. Mais les IEP, il y en a beaucoup qui ont fini là-bas, quoi. Ou dans des écoles de commerce plutôt. Moi, j'étais pas très, enfin, j'étais surtout pas très bosseur. Voilà, j'ai pas du tout bosseur même. Parce que t'aimais pas lycée, parce que ça m'intéressait pas du tout. Ça m'intéressait pas du tout. Alors, moi, j'étais très passionné par le sport. Et déjà, je voyais qu'il y avait j'étais capable de beaucoup et de mettre énormément d'intentionnalité et vraiment pas compter mes heures quand je faisais des trucs que je kiffais. Par contre, j'étais très vraiment le lycée ou le collège, qui est pourtant une étape importante. Je bossais pas du tout. C'est vraiment je bossais pas 1 heure par semaine, quoi. Je faisais tout au dernier moment. J'avais soit une copine, soit un pote qui envoyait des trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça a un peu sauvé quand même ma scolarité de ce point de vue-là. Et donc je passais un peu ric-rac. Donc quand j'ai eu les vœux, j'ai presque rien eu. Et Lyon 3, donc, qui sont mes études de droit en fait, que j'avais commencé à Lyon. Donc c'est le seul vœu que j'ai eu. En fait, c'est même un vœu que j'avais pas eu. J'avais été refusé. Et j'ai trouvé un peu une petite douille. Ouais, voilà, on a réussi à. T'es rentré par la fenêtre. Voilà, je suis rentré par la fenêtre, exactement. Donc j'ai quand même réussi à rentrer. Et ça a bien marché au début, ça me plaisait pas mal. Je trouvais ça super intéressant, le droit. Surtout la partie. En fait, quand on commence des études de droit, il y a toute une partie historique en fait, qui m'intéressait beaucoup. Et donc, la mi-trimestre, j'ai eu des très bons résultats. Et je sais pas, une semaine après, j'ai arrêté. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était très professionnalisant, le droit. Et donc, en fait, si je voulais pas devenir avocat, globalement, ça servait à rien. Ouais, les cours d'initiation étaient intéressants pour ta culture perso, mais plus ça allait, plus. Ouais. Et puis, le format des cours, moi, c'est pas quelque chose qui me. Je pense que on peut pas c'est difficile de m'apprendre quelque chose ou de faire en sorte que j'écoute avec le format proposé, que ce soit en université imposé, ou en école, ou tu as quelqu'un qui t'explique, ou du coup tu es obligé de faire des devoirs. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de. Je suis pas très restriction en fait. C'est un petit peu le problème que j'avais avec l'école, je pense, maintenant que ça fait un peu plus longtemps, donc que je l'ai un peu. Post-rationalisé. Voilà, que je l'ai rationalisé, exactement. Donc j'ai arrêté en fait. Et en fait, à l'époque, je voulais pas dire à mes parents que j'avais arrêté. Donc, ça se trouve, ils apprennent là que j'ai eu un moment où j'avais arrêté, ils ne savaient pas. Mais donc j'ai arrêté, ça devait être quoi? Enfin, j'ai fait 1 mois et demi, quoi. J'ai vraiment fait 1 mois et demi, je suis parti. Un jour, vraiment, je suis sorti, je dis, plus jamais je reviens ici. En fait, j'étais profondément ennuyé par je me souviens, c'était un cours de TD, il me semble. Ça m'ennuyait tellement, je dis mon pote de l'époque qui était à côté de moi, je lui dis, voilà, c'est la dernière fois que je viens ici. Et c'est vraiment la dernière fois que je suis allé en cours. Par contre, je continuais à aller à l'université. Parce qu'il y avait la bibliothèque universitaire. Et en fait, pour pas que mes parents sachent que j'ai arrêté en fait l'université. T'allais à la BU toute la journée. J'allais à la BU toute la journée. Alors je sais pas comment, si tu vois, si je me rappelle bien, en fait j'étais tombé. Donc j'ai arrêté mes études. Je me suis dit il faut que je fasse autre chose. À l'époque, je mettais un petit peu d'argent en crypto-monnaie. Tu vois, de l'argent que j'avais mis en. C'était quoi? C'était 2020 2021. 2021. Okay. J'ai eu mon bac à 2021, donc c'est ça, c'est de 2021. Donc c'est fin 2021. Donc et puis tu sais, c'est le boom des crypto-monnaies. Donc je suis pas du tout informé sur la question. Donc je perds tout mon argent en crypto-monnaie et en NFT aussi, surtout. À l'époque, les NFT. Je balance tout mon argent en fait entre la crypto et les NFT et je perds vraiment tout l'argent que j'ai fait avec les vêtements. Ou presque, quoi. Et au même moment, donc j'avais un scooter. J'avais pu m'acheter un bon scooter. Au même moment, je me fais voler mon scooter. Donc en fait j'ai plus rien. Tu perds tout en. Ouais, je perds tout. Ah oui, du coup t'as drop les cours, tu fais voler ton scooter. Là vraiment en fait en 1 semaine, c'est marrant. Après coup je me suis rendu compte que c'était une semaine très dure, mais sur le coup ça m'a pas, voilà, ça m'a mis un coup, mais je l'ai pas rationalisé tant que ça. En fait en 1 semaine j'ai vraiment quitté les cours. Donc j'avais plus les cours, j'avais plus d'argent, plus mon scooter. Rien que ça, c'était déjà une partie de mon identité, tu vois. Et plus ma copine aussi en plus. Avec qui j'étais depuis 1 an, tu vois. Donc il faisait aussi forcément partie de mon identité, tu vois. Donc en gros, je suis plus étudiant, j'ai plus non plus d'argent, j'ai plus de scooter, j'ai plus de copine. En fait, t'as plus tout ce qui te faisait, quoi, dans ta tête. Exactement, c'est exactement ça. En fait, d'une certaine manière, j'ai une crise identitaire. En fait, qui je suis, tu vois. En fait, j'ai plus rien qui me rattache. Je faisais énormément de ski. Là, le ski, comment dire, j'en faisais toujours,
mais c'est un peu différent. Je sais que je vais pas en faire ma vie. Je sais qu'il y a plus de... Ouais, tu peux plus te raccrocher vraiment ouais, à ça. Il y a plus de compétition que ça, je peux plus m'y raccrocher, c'est plus une partie de mon identité en fait. Donc en fait, j'ai plus d'identité. Vraiment, tu as l'impression de te retrouver à poil. Et alors ça, je l'ai rationalisé après, évidemment, tu vois. Mais sur le coup, en fait, la réponse qu'a eu mon cerveau, alors c'est d'abord un coup dur pendant, je sais pas, quelques jours, quoi, où genre j'étais vraiment pas bien. Ça a duré 2 jours, je pense. Et au bout de 2 jours, par contre, c'était ok... c'est quoi maintenant je l'ai pas rationalisé à ce moment-là, mais j'ai essayé de me créer une nouvelle identité, quoi. Et vu que j'avais gagné un petit peu d'argent avant, donc j'avais une preuve qu'il y avait peut-être un début d'entrepreneur en moi, etc. Que mon papa était aussi entrepreneur. Du côté de mon papa, une lignée on avait une entreprise familiale avant. Tu pas eu pas du d'aspiration quand tu étais jeune. Parce que j'ai eu la chance, et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais poussé à faire quoi que ce soit qui ne venait pas de moi. C'est-à-dire que mon père avait une entreprise que tout le monde, qui était, tu vois, Lyon, c'est entre guillemets un petit milieu. L'entreprise, je la voyais partout. C'est-à-dire que j'étais très exposé. Dans mon lycée, c'était l'entreprise de mon papa qui faisait la peinture, etc. Donc je voyais mon nom placardé partout. Dès que je venais avec lui en entreprise, que je suis son fils. J'ai une sœur aussi, mais globalement, je suis son fils aîné, tu vois. Donc globalement, dans les stéréotypes que tu peux avoir quand j'allais à l'entreprise avec lui dans les locaux, tout le monde disait ça la relève. Ah, ça y est, il va reprendre le truc. Et mon père toujours disait il fera ce qu'il veut. C'est fort. Machin, tu vois. Et donc, mais c'est marrant du coup je comprends qu'ils t'aient pas poussé eux-mêmes, mais c'est marrant que toi-même, du coup, t'aies pas eu cette aspiration-là naturelle un peu, tu vois. C'est très intéressant d'ailleurs comme point, parce que je l'ai eu très forte après. Où vraiment, je me suis dit, en fait, c'est ça ma voie, quoi. En fait, j'ai compris, en fait. Mais c'est quelque chose, voilà, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour mon papa. Pour ce qu'il faisait, j'étais très content de l'entreprise. Ça m'a fait après il a dû la céder. Ça a été même pour moi c'était dur. Compliqué, ouais. Mais me suis jamais dit tiens, je deviendrai entrepreneur, parce que même en fait je pense qu'il y a aussi un truc, c'est qu'on te place pas l'entrepreneuriat, encore plus à l'époque, même si là maintenant tout le monde parle d'entrepreneuriat à droite à gauche, c'est devenu stylé. Et puis c'est devenu un métier en fait, tu vois, enfin un métier que un mec tout petit en fait peut rêver de faire. Alors je sais qu'il y a des mecs de ma génération ou même de la génération d'au-dessus, qui depuis qu'ils sont gamins, du fait aussi de leurs parents, pas souvent. J'ai un associé qui s'appelle Mathieu Pimard. Je sais que lui, son père est entrepreneur aussi, et il s'est toujours dit je deviendrai entrepreneur, quoi. Moi, pas du tout. Pas du tout. Et je savais pas vraiment ce que c'était le mot entrepreneur. Je l'ai découvert au moment où j'ai arrêté mes études et que j'ai commencé, j'allais à la BU, et je regardais en fait, je savais juste que je voulais faire de l'argent. Très honnêtement. C'est le drive que j'ai eu à ce moment-là, c'est j'ai plus d'argent, plus machin, j'ai plus rien, en fait. Le seul truc qui pouvait me rattacher un petit peu à un début d'identité, c'est qu'à un moment, je gagnais plus d'argent globalement que... alors j'avais d'autres potes qui vendaient des vêtements avec moi, mais que la plupart des autres étudiants lycéens, quoi. Donc je me suis rattaché à ça, je me suis dit, ok, je dois pas être trop mauvais pour faire de l'argent. Ça veut dire quoi? J'ai essayé de comprendre, en fait. Donc je suis allé à la BU et j'ai lu des bouquins sur l'économie, etc. Et j'ai lu des bouquins aussi sur l'entrepreneuriat, en fait. J'en ai pas lu énormément parce que je suis pas un gros bouffeur de livres, mais globalement, ça m'a ouvert à ça. Et en fait, après, je sais pas, j'ai dû taper des trucs, tu vois, sur YouTube, etc. C'est ça, j'allais te demander, t'as dû tomber sur des contenus quand et même. En fait, le gros déclic qu'il y a eu, c'est que du coup, alors moi, je comprenais pas. Donc, l'entrepreneuriat, ok, je capte ce que c'est, donc créer une société, etc. Mais pour moi, créer une société, mon père, il avait une entreprise de peinture. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose de très vieux. Tu vois, une entreprise, c'est très différent du digital. Je captais les projets NFT, mais je savais que je pouvais pas faire un projet NFT parce qu'il fallait de l'argent. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je suis tombé, alors c'est le stéréotype, mais je suis tombé sur une vidéo d'Yomi, où c'était genre, tu vois, le titre de la vidéo, c'était genre, comme les vidéos de Yomi en général, tu vois, il m'en voudra pas, c'était genre... 90 jours pour devenir millionnaire grâce au e-commerce. C'est genre, c'était les 30 meilleures idées de business pour 2022, tu vois. C'est comme ça. Et moi, je regarde ça en me disant, ok, je vais regarder. Je connaissais pas du tout Yomi, je connais pas du tout son contenu, vraiment, j'avais jamais regardé de contenu entrepreneurial ou autre. Et en fait... Pendant la vidéo, je comprends que le gars, en gros, vend des formations sur l'e-commerce. Et je vois qu'en numéro 1, il met l'e-commerce, tu vois. Je me dis, ça, c'est le truc qu'il vend. L'idée numéro 2, ça doit être la meilleure, du coup. Et je vois agence. Ah, c'est marrant. Tu vois, c'est ouf, hein. Et en fait, pour moi, agence, je me disais, ma vision de l'agence, déjà, je savais pas ce que c'était. Et ma vision de l'agence, c'était genre... je sais pas pourquoi, mais ma vision d'agence, c'est genre agence immobilière. Enfin, tu vois, c'est le seul truc c'est la seule définition à laquelle je rattachais le mot agence. Donc, c'était très opaque. Donc, j'ai tapé agence sur YouTube. Je suis tombé sur les vidéos de Théo Lyon et de Koudak. Tiens. Et donc, j'ai regardé, j'ai fait putain. Et en fait, ça m'a parlé. Parce que le problème
que moi, personnellement, j'avais avec les contenus, j'ai presque jamais regardé Yomi ou autre, c'est que j'avais l'impression qu'on essayait de me vendre quelque chose. Ok. Et donc, j'étais pas très. J'avais l'impression que, ok, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sois à la place du mec qui veut me vendre un truc, tu vois, parce que globalement, si jamais. Alors, est-ce qu'il est vrai, tu vois, c'est pas de la sincérité, je vois pas un vrai. Tu vois, ça me parlait pas, on va dire, plutôt pour. Oui, puis le drop, c'est pas non plus un business drop, qui devait te parler, quoi. Non, le drop, ça me. Non, ça me. Je sais pas pourquoi, mais jamais j'ai vu d'inspirer. Ça m'a jamais inspiré, quoi, en fait. Pareil pour même la vente de formation, ces trucs-là, ça m'a pas inspiré. Et j'ai capté le modèle agence, du coup, de Théo et de Kudak. Et ça m'a vraiment parlé parce que quand je regardais ces vidéos, en fait, je me disais vraiment, ce mec a rien à me vendre. Et je me disais, c'est incroyable, tu vois. Je peux trouver, en fait, un gars qui donne du savoir gratuitement, qui a rien à me vendre. Et je trouvais ça super, super inspirant du fait que je me dis, le gars, il avait 25, il devait avoir 25 ans, 2021, c'est un 97, il devait avoir 24, 25 ans. Il a pas une gueule de mec de 40 ans, tu vois, donc tu vois direct qu'il est jeune. Et tu tombes aussi dans mon idée de, ok, j'ai envie de trouver un truc pour générer de l'argent quand même, c'était le but premier à cette époque-là. En fait, le gars, il t'explique qu'à 24 ans, il a une agence qui fait... tu vois, c'était à l'époque, c'était Road to 1 million, donc il fait plus d'1 million. Il venait de finir Road to 1 million, tu vois. Il fait plus d'1 million et que le mec veut viser 10 millions par an. Ouais, tu te dis, putain. Je me dis, putain, ok, ouais. c'est ça. Et en fait, dans ta tête, tu te dis, ok, en fait, il y a moyen d'être un mec qui a l'air honnête, qui a l'air sincère, qui fait un business que tu peux faire aussi peut-être, un truc intéressant. Ouais, très intéressant. Et donc, c'est à ce moment-là, donc là, on est toujours... c'est quoi, c'est quelques mois après ton c'est fin 2020. Non, mais c'est 2 semaines après. Ouais, ok. Tout est là très vite, globalement. Ok. Et donc, tu tombes sur ces vidéos. Et comment t'en viens à faire ce que tu fais aujourd'hui, tu vois, des serveurs Discord, animer des serveurs Discord, etc. C'est entre guillemets assez simple. Je capte le modèle agence, donc je capte le modèle de service en fait, qui m'était totalement inconnu. Je savais pas que tu pouvais. C'est bête, hein, mais je savais pas du tout que tu pouvais gagner de l'argent comme ça. Et que c'était apporté en fait. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, agence, très cool. Sur quoi je pourrais faire une agence? Et donc, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le marketing digital et tout, trucs très généraux, tu vois. Parce que agence, la plupart, quand tu tapais agence, tu tapais en fait, c'est ma agence de marketing, etc. Et c'était très large. Et en fait, moi, j'ai eu la chance justement de me faire grave arnaquer dans la bulle des NFT. Okay. C'est-à-dire que vraiment, genre, je sais plus, mes 1000, 1500 derniers euros, je les ai balancés dans du projet NFT et vraiment en une heure j'ai tout perdu. En moins d'une heure, les mecs se sont barrés, NFT scam classique. Et donc j'étais sur Discord. Je me dis mais les mecs sont trop forts. Je dis les mecs ils m'ont tué, tu vois. Comment ils ont fait pour me tuer, tu vois, les mecs et je me suis dit les gars ils ont fait quoi? Ces mecs là ils devaient avoir fait 1 million, tu vois. En quoi, 1 heure et demie, tu vois. Et donc je me suis dit ok, faut que je réfléchisse comment ils ont fait. Et donc au début, je me suis dit peut-être je vais faire un projet NFT, je te le disais tout à l'heure, mais bon, très vite, je me suis rendu compte que ça coûtait de l'argent parce que j'ai mis toutes les cases. Et en fait, quand j'ai capté le modèle agence, j'ai fait le lien avec justement la feuille que j'avais fait où j'avais dit, ok, pour faire un projet NFT qui se vend, il faut ça, le Twitter, machin, et Discord. Et je m'étais souvenu que moi, en fait, ce qui m'avait vraiment vendu le projet, c'était Discord, parce que toute la journée, je faisais des trucs, j'appelais des potes pour les inviter, pour gagner des points, pour machin, enfin bon, pour au final se faire scam, débile. Je me suis dit, c'est quand même super intéressant ce canal. Et donc, en fait, tout s'est passé très très vite. Hein. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu cette réalisation-là. Le soir, je suis allé sur Malte, qui est une plateforme de freelance en fait, française. Et je suis plus à 6h. 6h du matin, j'ai upload mon profil où je disais que je faisais création Discord, tu vois. Et en fait, à l'époque... Donc spécialisé Web3, j'imagine pas forcément, en fait. Okay. J'avais mis Discord expert, tu vois. J'avais mis Discord, j'avais bullshit un truc, c'est pas bien, mais j'avais bullshit un truc comme quoi j'étais une agence et tout, parce que du coup j'étais en mode il faut que je sois une agence, et je savais pas ce que ça voulait dire, donc je m'étais dit en fait si juste j'ai un nom et qu'il y a agency dans le nom, je suis une agence en fait, donc j'avais appelé ça, je suis plus backlink agency, un truc comme ça, tu vois. Et j'avais créé mon compte Malte, et avec une photo dégueulasse du dernier jour de terminale où du coup j'ai mis un semblant de costume, tu vois, semblant de veste et tout, truc mais détouré, dégueulasse, enfin horrible, tu vois. Et en fait, je pense que la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que t'avais plein de projets NFT qui se créaient en France. Parce que les mecs étaient en mode la bulle, tu vois, la bulle, c'était le début de la bulle en fait. Enfin, on était bien dedans quand même.
C'était vraiment quand ça a commencé à prendre l'exponentiel, en fait. Et en même temps, il y a personne qui était sur Malte, en fait, qui proposait de faire des Discord, en fait. Alors qu'ils avaient tous besoin de Discord. Donc, en fait, moi, j'ai vraiment créé mon profil un matin à 6h. À 11h, j'ai un premier appel, je vends 500 balles. À 18h, j'ai un deuxième appel, je vends 1000 balles. Okay. Donc j'ai fait 1000 € en une journée. Et donc là, j'ai fait. Déclic, quoi. Ok, c'est bon. En fait, et j'ai eu de la chance de tomber sur un mec super sympa où en fait, il m'appelle, il me dit explique-moi tout sur les NFT, machin. Il avait une agence qui faisait du marketing, il avait un client qui voulait faire un projet, tu vois, il comprenait rien. Je lui explique, alors machin, je lui explique qu'en gros, comment je me suis fait scam, quoi, tu vois. Et sans lui dire que je me suis fait scam en faisant genre, je suis un expert. Et le mec, je pense, a capté que j'étais pas du tout un expert. Et un expert, il me dit ok, là, tout ce que tu m'as expliqué, c'est très clair. Tu veux que je te paye combien pour mettre ça sur un dossier, tu vois, une feuille? Je dis, je sais pas combien vous pensez, tu vois, moi, il m'aurait donné 20 €, ouais. J'aurais dit, ok. Il me dit 300. Je dis, ouais, c'est bon, je le fais. Il me dit, demain, j'aurais besoin d'un serveur Discord, tu sais créer des Discord? Je dis, oui, j'avais jamais créé de Discord, évidemment, ou je savais pas comment faire. Et il me dit, tu veux combien? Je dis, pareil, je dis, dites-moi un prix et tout. Il dit, moi, je te donne 200 €. Trop drôle. Okay. Et en fait, le soir, je fais des tutos YouTube, et j'ai réussi à créer le serveur. Le mec m'a payé 500, et le mec d'après, je lui ai vendu la même chose. Enfin, la même journée, en fait. Je lui ai vendu la même chose, et le lendemain, j'avais fait 1000 €. Donc en fait, du moment où j'ai fait ça, si tu veux, je me souviens, c'est assez impressionnant. Le soir même, donc j'étais encore dans ma vie à Lyon, en fait. Et le soir même, j'avais une soirée avec des potes à qui 4-5 jours avant, je leur ai dit, voilà, j'arrête mes études. Et en fait, je suis arrivé à tu sais, j'étais, ça y est, je suis entrepreneur. Genre, tu vois, ça y est, j'ai mon agence, j'ai machin. Aujourd'hui, j'ai fait 1000 balles et tout. J'étais comme un ouf, tu vois. Et je m'étais créé une nouvelle identité. Énorme. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'était très clair dans mon esprit. Voilà, j'étais entrepreneur. Et c'était très clair. Et donc, tous les jours, alors par contre, je me butais vraiment. Théo, j'ai regardé toutes les vidéos, peut-être 5, 6, 10 fois. Tu vois, vraiment toute la journée, je regardais 2-3 heures de contenu. Vraiment uniquement je me suis buté en fait à Théo et Koudak, en fait. Okay. Je faisais que ça. Et en fait, ça a continué comme ça. Tu vois, j'ai fait freelance pendant 7-8 mois, quoi. Et ensuite, j'ai rejoint les SEC. Ok, donc en fait, ouais, c'est ça, t'as fini, en gros, tu t'es mis fin 2021 jusqu'à juin 2022, juin-juillet, et après t'as rejoint donc, la freelance, toutes ces périodes-là. T'as fait beaucoup de projets crypto, j'imagine. Que ça. Que des projets Web3. T'étais solo, du coup, freelance, t'as dit? Ou t'avais j'avais pris 1 ou 2 gars qui je délayais, mais j'étais solo, en vrai. Okay. J'étais solo. Et ensuite, 2022, septembre, tu rentres à l'ESSEC. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi je vais à l'ESSEC? Ouais, rapidement. Ouais. Parce que du coup, t'avais quand même drop-out droit, et de base, l'école de cause, c'est pas forcément ce qui te... Alors, ça me bottait pas du tout. Alors, j'ai jamais pensé aux écoles de commerce quand j'étais au collège, lycée, parce que du coup, je pensais pas du tout vouloir faire ce genre de travail. Alors, pas du tout. Donc, ça a jamais été quelque chose que je pensais, mais je connaissais quand même l'ESSEC de nom, comme HEC, en fait. C'est les deux seuls que je connaissais. Et l'EM Lyon, parce que c'était à Lyon. Et en fait, ma mère, donc mes parents avaient quand même accepté que j'arrête mes études, mais ils voulaient quand même que je les reprenne. Alors, ils me forcent jamais. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient accepté. Dans leur tête, j'avais arrêté, en fait. Et pour eux, j'allais pas recommencer. J'allais pas reprendre des études. Mais ma mère m'a quand même parlé de... il y avait, je sais plus, l'EM Lyon sortait un BBA. Donc, c'est un truc qu'on peut prendre post-bac, pas besoin de faire prépa pour rejoindre l'EM Lyon, qui, pour moi, était une école de ouf, parce que c'est top 5, école de commerce, ça, je le savais quand même et tout. Et donc, je me suis quand même inscrit sur Parcoursup, très rapidement. Et j'ai vu les vœux, donc j'ai mis le vœu EM Lyon. Et en fait, quand tu mets le vœu EM Lyon BBA, tu as les vœux d'autres écoles. Et donc, je dis, je mets EM Lyon. Je dis, de toute façon, si c'est pas le EM Lyon, je m'en fous, j'y vais pas. Et je vois quand même qu'il y a l'ESSEC. Je dis, putain, l'ESSEC, pour moi, c'est un nom qui résonne. Du coup, j'ai mis l'ESSEC aussi. Et donc, tu avais des concours, c'est le concours Sésame, en fait. À l'époque, il y avait le Covid, donc c'était pas en présentiel. Certainement qu'en présentiel, je l'aurais jamais fait. Et donc, en fait, je me suis inscrit. Mes parents étaient même pas au courant. Donc, pour mes parents, j'avais arrêté. Et en fait, un matin, je me réveille pour faire ma journée de taf tranquille. Et je me réveille à 7h30, je crois, un truc comme ça. Et je me rends compte que à 8h30, c'est les concours, en fait. C'est le concours Sésame. Que j'avais pas du tout, révisé. Ça faisait 8-9 mois que je n'étais pas allé en cours, tu vois. Enfin, moins que 8-9 mois, parce qu'il y avait eu Lyon 3, mais que j'avais pas fait des maths, par exemple, qui était une des épreuves. Et donc, j'ai eu pendant 1 heure, je suis allé sur une plateforme pour te préparer à Sésame, quoi, où genre, tu as des exercices. Je fais ça pendant 1 heure, j'ai passé Sésame. Et en fait, j'ai été admissible à l'ESSEC et à l'EM Lyon. Mais alors, ric-rac, je crois, l'ESSEC. L'EM Lyon, ça va, mais l'ESSEC, ric-rac. Et en fait, du moment où je suis admissible, je sais que j'ai quand même pas mal de chance parce que le plus gros de ce qui fait que tu vas rentrer ou pas, c'est l'oral. Et donc, tu as juste une épreuve orale. Et que moi, à l'oral,
Déjà, ça va à l'oral. Je savais que c'était mieux à l'oral qu'à l'écrit, par exemple. Mais j'avais quand même un edge sur tous les autres étudiants, les autres admissibles. C'est que moi, j'avais fait 1 an où j'avais plein de trucs à raconter. Bien sûr. Et donc, les oraux, ça a été super simple parce que, en gros, je racontais que j'avais une agence, les trucs que je faisais. J'avais fait des projets sympas. Genre, j'avais été invité au Festival de Cannes, différents trucs. Et donc, en fait, j'ai eu de très bonnes notes aux oraux. Et donc, ce qui m'a permis de rentrer à l'ESSEC. Et non seulement je suis rentré à l'ESSEC, donc qui déjà pour moi était un truc de fou, et pour mes parents, un truc de malade aussi. Et je suis rentré à l'ESSEC à Singapour. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans les 40 premiers, donc j'ai eu le droit, j'ai eu l'accès au campus de Singapour de l'ESSEC. Et donc là, opportunité d'une vie, quoi, en fait, déjà de pouvoir faire l'ESSEC pour moi, alors que j'étais vraiment pas bon. Enfin, je bossais pas du tout, donc en fait, c'était pour moi inatteignable. Et en plus de faire 1 an à l'étranger, à Singapour, enfin, ça me faisait un peu rêver, quoi. C'était 1 an, 1 an à Singapour. Ouais, j'ai fait 1 an à Singapour. Énorme. Et donc, du coup, bon, évidemment, t'acceptes. Et on fast forward le truc. Et donc, tu pars à Singapour 1 an. Est-ce que tu en as tiré des choses intéressantes de cette année-là? Est-ce que tu continues j'imagine que tu continues en parallèle. En fait, Singapour, c'est le début de Netcord. En fait, c'est-à-dire que moi, j'ai eu un deal flow qui était excellent entre janvier et juin 2022, du fait de la bulle NFT, qui est explosée en fait en juin-juillet. Et juin-juillet, en fait, moi, je suis allé en vacances, j'ai un peu dépensé mon argent et tout, tu vois, j'étais avec des potes, machin. Donc, j'étais très content. Et je me suis dit, voilà, maintenant, je vais aller sec. Je vais essayer de garder un peu le côté freelance à côté, mais voilà, on va voir. Et j'ai quand même eu... je me souviens, je faisais le tour du Mont Blanc avec ma famille. Et pendant une grosse randonnée de 7 jours, 8 jours, tu vois. Et donc, où tu t'es pas sur ton téléphone, ni rien, donc tu penses beaucoup. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas, tu sais, je m'étais mangé les contenus de Kudak pendant 1 an quasiment. J'ai dit, pourquoi pas passer en agence, faire quelque chose de plus ambitieux. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de Netcord. Donc, vraiment, je me suis dit, agence Discord, où on travaille plus du tout avec le Web3, on va travailler avec que des institutionnels, des créateurs de contenu et tout. Et j'ai mis ça dans un coin de ma tête et j'ai arrêté. Et en fait, après, je suis rentré à l'ESSEC, à Singapour. Donc, t'es pris quand même, les 2 premiers mois, j'ai été pris quand même par la vie d'étudiant, tu vois, école de commerce. Singapour aussi, qui est impressionnante comme ville, en fait, qui est très nouveau. L'Asie, je n'étais jamais allé en Asie, enfin, c'est un truc de fou. Et au bout de 2 mois, globalement, je me faisais chier, en fait, on va dire. C'est-à-dire que j'avais plus mon travail d'à côté, j'avais lancé un client. Début, exactement, et j'avais envie de refaire un truc. J'avais reperdu un peu l'identité d'entrepreneur. C'est-à-dire que je disais à tout le monde que j'étais un entrepreneur. Mais je faisais plus rien. Mais genre, j'avais un client où je faisais même, tu vois, le mois où on a lancé Netcord, j'avais plus de clients, en fait. Et donc, en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré un gars. Je suis devenu très pote avec un gars qui s'appelle Nathan. Qui lui faisait... En fait, on discutait, je discutais, lui a toujours eu des aspirations, depuis longtemps avait eu des aspirations entrepreneuriales, avait jamais vraiment osé se lancer, mais par contre était trop fort sur Discord, par exemple, tu vois. Et on est devenus potes. Il créait des serveurs. Il était meilleur que moi, tu vois. Moi, et il le vendait pas, enfin il le faisait. Il le vendait pas, il le faisait pour FIFA, pour ses potes, pour machin, tu vois. Énorme. Et genre on était en vacances, ça faisait genre 2 mois que j'étais pote avec lui, et je dis putain, c'est ouf, tu vois. Et je dis mec, un soir tout bourré en boîte à Singapour, je dis allez, on va faire une agence et tout machin. Il me dit ouais, allez, je dis vas-y, on crée ça tous les deux. Il m'a dit vas-y, je suis chaud, machin. Et donc le lendemain, je dis allez, je fais un site en 2-2, tu vois. Bon, lui, il était meilleur que moi, donc il refait tout le truc. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas, le matin, je dis ah ouais, avec Nathan, un autre pote à moi qui s'appelle Augustin. Je lui dis, on était en cours, étudiant classique, en cours, au lendemain de soirée, un peu défoncé, machin. Je dis mec, avec Nathan, on va créer une agence et tout, machin, faire un truc carré, machin, mais j'ai pas de nom. Et il me dit, il va faire quoi ton agence? Du Discord et tout. Je dis, Netcord. Tu vois, net pour Internet, Cord pour net Discord. Pour Internet, énorme. Donc c'est ça c'est horrible, mais ça vient de là. C'est vraiment un lendemain de soirée en cours de marketing, tu vois, les soirées marrantes. Et j'ai dit, vas-y, Netcord. Au début, ça m'a pas plu. Et 10 secondes après, j'ai dit, vas-y, Netcord, ça me sonnait bien pour moi. Et donc, on a fait un logo. J'ai pris la police de Kudak. J'ai mis un fond noir. J'ai écrit Netcord avec la police de Kudak. C'était mon logo. Et le site web, on l'a fait en 2-2. Et le surlendemain, j'ai dû faire un post LinkedIn. Et là, j'ai commencé à envoyer des messages à tout le monde. Et c'était le début de Netcord, en fait, comme ça. Énorme. Donc, ça, fin 2022, quoi. Fin 2022. La date exacte, je crois que c'est le 6 décembre 2022. Je crois que j'ai encore le screen dans mon tel où je prends en vidéo le site Kudak. Je dis, le site Kudak, le site Netcord. Et je dis, ça y est, to the moon, tu vois. On va tout casser.
Énorme. Putain, dans ma chambre. La coïncidence de rencontrer Nathan, c'est ça? Nathan, ouais. Putain, Nathan. la coïncidence. Coïncidence de dingue. Ouais. Coïncidence de dingue. Je l'aurais peut-être fait sans lui, mais ça aurait pas été la même chose du tout, tu vois. J'aurais peut-être fait après. Ouais, on sait le rien, fait d'être à deux fait que. Ouais. Énorme. Exactement. Putain. Ok, et donc ensuite, si on fast-forward un peu, tu vas revenir de fin 2022 à aujourd'hui. Ouais. Cette agence-là, c'est structuré petit à petit, vous avez recruté un peu, vous avez des projets de plus en plus dingues. Comment, tu vois, si tu devais un peu highlighter, je sais pas, 2-3 étapes que tu as eues jusqu'à aujourd'hui Alors, la première étape, elle est arrivée très vite, c'est vraiment le 6 décembre. Donc, j'ai la soirée dont je parle, ça doit être 1er décembre, tu vois, 5 jours après, on a le site, on a tout, c'est parti, quoi. On n'a pas besoin de site pour... En vrai, il n'y a pas besoin de site pour lancer son truc, mais nous, on était en mode, il faut un site. Bon, il était nul le site, mais au moins, on avait un support. Et j'envoyais des messages tout le temps à tout le monde. J'ai envoyé des messages à Théo, notamment. J'ai essayé de vendre du Discord à tout le monde. Et Théo, j'envoie un message sur LinkedIn. Et il me semble que c'est ça. Et en fait, il me répond. Donc, Théo, à l'époque, pour moi, c'est genre le mec qui m'a tout appris, quoi. Ouais, non, mais je Ça fait un an que je bouffe ses vidéos. Je suis comme un ouf. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai des appels, genre j'ai 5-6 appels par jour. Et donc, en fait, Singapour, c'est à plus 7 heures de la France. Ouais. Donc, moi, genre, globalement, je travaille entre 17h et 4h du matin, tu vois, à faire que envoyer des messages, que faire des appels, machin. Et je me prends porte sur porte. Voilà, ça fait une semaine. Hein. Au moment où je dis ça, ça fait une semaine que je me prends porte sur porte. Mais c'est quand même un peu dur parce que moi, c'était très simple avant. Et donc, le premier highlight, c'est que Théo, en fait, me répond et me dit vas-y, chaud alors pas chaud de faire un Discord, mais chaud qu'on discute. Et donc moi j'étais comme ouf, et donc on a discuté quelques jours après, et il m'a expliqué le fait qu'il voulait faire un écosystème d'agence, qu'ils avaient déjà, alors je savais qu'ils avaient déjà repris Linker, etc. Et il m'a dit voilà, chaud de commencer à t'accompagner en fait pour voir comment toi tu te développes et voir si on a un truc à faire ensemble après. Donc, vraiment à un moment on est à rien, on n'a pas un client, on n'a rien. Donc ça c'est le premier highlight, c'est que du coup chaque semaine après j'étais avec Théo et Mathieu Pimor qui me coachait en fait et qui nous accompagnait à structurer l'agence, sur les décisions, etc. Donc, ça c'est le premier truc. On a commencé à avoir 1-2 clients par-ci par-là, mais c'était ça peinait à décoller, tu vois. Genre décembre on fait 0, janvier on doit faire 700 balles, février on doit faire 2000, mars on doit faire 8000. Et avril, c'est là où ça commence à vraiment bien prendre. Pourquoi ? Parce que en fait, le deuxième highlight de Netcord, c'est que t'as Squeezie. Moi, j'envoyais des messages tout le temps. C'était surtout Nathan qui développait les Discord, donc j'avais pas besoin en fait de vraiment. Toi, t'avais plus la casquette sales. Exactement, tu vois. Et je faisais tous les appels. Ouais. Et j'envoyais des messages tout le temps. J'envoyais 300 messages par jour sur LinkedIn. À l'époque, LinkedIn te restreignait pas. Je sais pas si ça a changé aujourd'hui parce que j'envoie plus du tout autant de messages. Mais à l'époque, ça n'était pas du tout restreint, donc j'envoyais vraiment 300 messages par jour. Ouais. Et c'était un truc de fou. Et je faisais pas mal de copier-coller, mais ça, vu que c'était de la masse, ça marchait. Et à l'époque, tu as Squeezie qui lance Gentlemate, donc équipe e-sport de Squeezie. Et moi, je me dis, punaise, les mecs, ils vont forcément faire un Discord, tu vois, c'est pas possible. Ouais, je vois ça, je me réveille en fait un matin, ils avaient fait l'annonce la veille au soir, mais vu que j'étais à Singapour avec le décalage et tout, je la vois le matin. Et le matin, et donc je vais pas en cours en fait, et je dis, ok, aujourd'hui, je signe Squeezie. Okay. Et donc j'envoie des messages à tout le monde. J'envoie un message à tous les gens qui travaillent de près ou de loin avec Squeezie. J'envoie un message à toutes les personnes qui travaillent chez... j'essaye d'envoyer des messages et d'attirer l'attention de tous les gens qui travaillent chez Bump, qui est l'agence de Squeezie. J'envoie surtout des messages et je commande tous les posts de tous les partenaires de Gentlemates. En mode, c'est trop cool, il vous faudrait un serveur Discord, machin, j'essaie de les contacter, machin. Donc j'essaye de rentrer par toutes les issues possibles. Tu vois, tout à l'heure tu disais rentrer par la fenêtre, c'est vraiment par le... Tu vois, là c'était le conduit d'aération, quoi. Ouais, et en fait, pendant 1 jour, 2 jours, j'ai pas de retour. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai appris après, il y a une des partenaires du GP qui a vu, je crois que c'était quelqu'un de chez TCL, qui a vu mon message, qui l'a envoyé à quelqu'un d'autre, qui a envoyé tac, c'est remonté jusqu'à un des fondateurs de Bump, l'agence de Squeezie, qui me demande sur LinkedIn, genre 2 jours après. Moi, je me dis, punaise, c'est quoi ce bordel, tu vois. Donc, j'appuie, je l'accepte, j'envoie un message direct. Le mec me parle en fait du GP Explorer, qui n'était pas du tout annoncé à l'époque. Le GP Explorer 2, qui n'était pas du tout annoncé à l'époque. Je fais un appel avec lui. Le mec me dit, en fait, il y a le GP et tout, et j'arrive à les signer. Et donc là, du moment où on a eu le GP Explorer 2, il y a eu un vrai tournant. Déjà parce que c'était un beau client, et que c'était le client qui nous payait le mieux. Ouais. Donc ça me permettait de payer Nathan, de me payer moi aussi, et de vivre. Parce que Singapour coûte très cher. Et ça m'a permis aussi de faire de la communication autour de ça.
et de devenir visible en fait aux yeux des gens. C'est que là, si tu fais plus des petits projets exactement. Web3 ou agence ou peu importe, là c'est énorme. Un énorme event. C'était le plus gros événement. Donc si peu importe quel est ton ordre d'implication là-dedans, si t'apparais comme ok, on a fait ça pour le GP Explorer, c'est huge de la part. Enfin, c'est une preuve sociale qui est forte, quoi. Et donc ça commence à prendre. Et là, pour le coup, on a commencé à faire 10, 15, 20, 30 000 euros. Et en fait, le troisième highlight, ça va être septembre 2023, du coup, où on s'associe officiellement avec Kudak. Donc on fait l'effet d'annonce. Et donc pendant 24 heures, je suis genre le gars le plus vu de LinkedIn parce que tout le groupe fait un post. Chaque personne du groupe, donc 70 personnes, fait un post sur moi, le fait qu'on rejoigne machin, donc c'est énorme, c'est lunaire. Moi-même, je fais un post, etc. C'était juste après le GP Explorer en plus, donc c'était en septembre, effet d'annonce de ouf. Ensuite, on travaille avec... on continue de travailler, je sais pas, on a fait beaucoup de gens qui avaient une grosse audience sur lesquels on a fait des grosses communications, des Oussama Hamar, des Cédric Doumbé, des With The New, enfin voilà, des trucs qui nous ont donné pas mal d'emplois. Et donc en fait, on est devenu petit à petit, certainement, tu vois, l'agence Discord, enfin en tout cas l'agence et par extension moi aussi la personne qui parlait de Discord la plus en vue du marché, et on s'est vraiment fait une place tu vois, à ce moment-là. Le main, c'est ça. Main speaker, je sais plus comment on dit, top of mind de Discord. Et donc en fait ça a bien pris. Ça a bien pris. On a commencé aussi à travailler avec des institutionnels, tu vois. C'est le quatrième, je pense, à light, c'est que on va dire début d'année 2024, du coup on était mieux structuré, on avait un discours qui était un peu plus aussi qui pouvait plus parler aux institutionnels, tu vois. Au début, moi c'était très la fougue de la jeunesse, tu vois. Là où c'était un peu plus intelligent à partir de début 2024, donc c'était quelque chose qui parlait plus aux institutionnels. Et donc là, on a commencé à avoir les gros corporates, les grands comptes. Et donc là, avec aussi les belles rêves comme le GP Explorer, etc., on a commencé à avoir des gros noms, en fait, tu vois, des gros instits, des PSG, alors ça s'est venu un peu plus tard, mais à l'époque, on a parlé avec des Louis Vuitton, donc Louis Vuitton par exemple, c'est le plus gros nom qu'on ait aujourd'hui, du Universal, de la SACEM, des gros noms quoi globalement, et des institutions. Et dans toute industrie en fait, dans tout secteur quoi. Dans tout secteur plus ou moins. Quasiment. En tout cas, dans à peu près tout secteur. Et donc globalement, tu vois, nos clients aujourd'hui, c'est soit des créateurs de contenu, soit des institutionnels en général, ou des gros corporates, tu vois. Même, tu vois, je mets quand même un PSG, je le mets dedans, entre guillemets, tu vois. Parce que ça reste une grosse boîte, très énorme boîte, tu vois, c'est un vrai corpo. Énorme. Je pense qu'on arrive du coup à la deuxième partie, en gros, du podcast, qui est vraiment ce que tu fais aujourd'hui et les ambitions que tu as avec ça. Pour que les gens comprennent un peu mieux, peut-être, tu l'as dit très rapidement dans l'intro, et moi, avant ton intro, il y aura aussi l'intro que j'aurais fait au montage qui expliquera un peu mieux ce que tu fais, mais concrètement, les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils comprennent, tu sais, pour eux, Discord, c'est peut-être les NFT, le gaming, et peut-être qu'ils se rendent pas compte vraiment de l'intérêt que ça a derrière. Bien sûr. Je pense que ça peut être intéressant que tu expliques, toi, ta vision de montrer qu'en fait Discord c'est un outil, mais que derrière ton but vraiment c'est de créer des communautés, de créer de l'engagement. Donc je te laisse expliquer un peu vraiment le fondement même de ton objectif avec Netcord, quoi. Ouais, exactement. Et pourquoi des PSG viennent te voir, tu vois. Ouais, c'est très bien introduit. Je pense que nous on vend pas du Discord en tant que tel. Nous, comme tu l'as bien introduit, on vend de la communauté. Et en fait, on se base sur le postulat qu'aujourd'hui tu as un changement de paradigme dans la manière dont les marques, les institutionnels, les créateurs ont à parler en fait à leur audience. C'est-à-dire que jusque-là, justement, ils restaient dans une logique de ce qu'on appelle one-to-many, donc vraiment d'audience, tu vois. Donc c'est n'importe quel canal algorithmique, Instagram, TikTok, etc., où tu viens donner du contenu à la masse, donc l'audience, qui vient interagir avec le contenu, globalement. Mais ils interagissent peu entre eux. Là où le côté communautaire, comme nous on le pense, c'est vraiment du many-to-many. Donc c'est les membres de l'audience qui échangent entre eux. Et donc ça c'est autrement plus engageant, parce que le meilleur exemple pour en général tout le monde comprend, c'est que par exemple tous les lecteurs de Victor Hugo dans le monde, ça représente l'audience de Victor Hugo. Par contre, le club des mamans du 16e qui partagent leur lecture autour de leur lecture de Victor Hugo toutes les semaines et qui se rassemblent pour échanger machin, ça c'est une communauté en fait, partie communautaire en fait. Et tu te rends compte que ces personnes-là, du club de lecture en l'occurrence dans cet exemple, est beaucoup plus engagé et va acheter par exemple beaucoup plus de bouquins et va faire beaucoup plus de bouche à oreille pour Victor Hugo que la moyenne de son audience. Tu vois. Moi je connais Victor Hugo, mais c'est pas pour ça que je vais t'en parler tous les jours. Tu vois. Donc c'est la logique en fait du communautaire qu'on vient chercher. Et il se trouve qu'aujourd'hui la meilleure plateforme incontestablement sur la niche communautaire, c'est Discord.
Parce qu'en termes de fonctionnalité, tu peux faire beaucoup plus de choses et c'est la plus adaptée pour aller gérer de la communauté de 100 000, 200 000, 500 000 utilisateurs, tu vois. Et ça, tout le monde l'a compris, hein, on n'est pas les seuls à l'avoir compris, ce changement de paradigme, je veux dire. Typiquement, Instagram, ce qu'ils ont fait avec les canaux de diffusion, ou un WhatsApp, ce qu'ils font aujourd'hui avec la partie communauté de leur app, c'est un entre-deux vers le communautaire. Il n'y a pas encore vraiment cette partie many-to-many. Les canaux de diffusion, c'est toujours le créateur vers son audience, mais globalement, ils ont compris tu vois, ce changement de paradigme. Un peu, ouais. Aujourd'hui, c'est Discord, mais ça se trouve, dans 5 ans, la meilleure plateforme communautaire sera autre chose et on sera les mieux placés pour. Justement, je vais te challenger là-dessus. Parce que tu as dit aujourd'hui, c'est incontestablement Discord, etc. Ouais. Et justement, je trouve ça intéressant parce que, bon, moi j'étais. Pour expliquer rapidement, mais je t'avais vu passer, tu vois, j'avais vu passer un peu ce que vous faisiez avec Kudak et tout. Je pense que c'est suite à l'association avec Kudak, je pense. Parce que je suivais un peu Théolion, etc. Et au début, ça m'a fait un peu bizarre de me dire que tu faisais... Enfin, je comprenais entièrement le message, j'étais entièrement aligné avec ça, etc. C'est d'ailleurs une loi, je crois... je sais pas si il y a la loi de Metcalfe. Ouais, la loi de Metcalfe, exactement. Je me rappelle plus du nom. Et donc, j'étais entièrement aligné avec le message, la vision, etc. Et c'est vrai que quand j'ai vu Netcord et que c'était vraiment spécialisé uniquement Discord, je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre quand même. Parce que je pense que c'était à peu près au moment où Skool était en train d'éclater, Hormozy était en train de push à mort Skool. Et du coup, je me suis dit, Discord, moi personnellement, j'avoue que je l'avais utilisé pour faire du gaming quand j'étais au lycée, parce que gaming, tout le monde utilisait Discord, et NFT pareil, etc. Mais j'avais jamais trop accroché avec la plateforme, je trouvais ça complexe, c'était le bordel, enfin, mon point de vue, tu vois. Et du coup, je trouvais ça étonnant que tu te sois focus uniquement sur Discord. Et ça m'a encore plus étonné. Et après, je me suis dit que tu avais sûrement compris beaucoup de choses que j'avais pas compris. Tu vois, quand j'ai vu les gros noms qui te suivaient, qui n'avaient rien à voir avec les NFT, voilà, tu t'en parlais tout à l'heure, des grands comptes. Pourquoi, selon toi, Discord est une meilleure plateforme que d'autres, qu'un Slack, Slack, c'est quand même un peu plus intra-entreprise, mais que peut-être un Skool, qui est quand même est le gros concurrent, j'ai l'impression, qui arrive fort. Quelle est ta vision du positionnement vraiment de Discord derrière ? Alors, déjà, il y a un point qui est, moi, le point qui m'intéresse le plus. C'est qu'aujourd'hui, Louis Vuitton et le PSG, ils sont sur Discord, ils sont pas sur Skool et ils sont pas sur Slack. Donc, globalement, si j'ai envie d'aller chercher des budgets. Mais ils étaient déjà sur Discord avant ? Non, ça c'est vrai. Au moment où je me suis lancé, ça c'est vrai qu'ils étaient pas. Mais je pense qu'on était un peu early, tu vois. Mais à l'époque, il y avait les Squeezie, tu vois, les gros créateurs de contenu, etc. Donc, qui sont pas sur Slack. Et vraisemblablement ne seront jamais sur Slack ou sur Skool. Et bon, alors ça c'est le postulat qui est le plus important. C'est-à-dire que demain, ils vont tous sur Skool, même si j'estime que Discord c'est le mieux, j'irai quand même sur Skool, tu vois. Bien sûr. Parce qu'il faut suivre suivre là où tu peux aller capter, en fait. Comme tu l'as dit, tu vends pas le produit, tu vends la méthode. Exactement. Et le paradigme qui change qu'il y a derrière. Exactement. Et en fait, Discord est mieux et plus adapté qu'un Skool ou un Slack, par exemple, ou que n'importe quelle autre plateforme à laquelle tu peux penser. Parce que c'est la plus communautaire, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'un Skool, c'est quand même pas très communautaire, en fait, dans la réalité. Ah ouais, en fait, en termes de fonctionnalité communautaire, c'est bien moins développé que Discord. Skool, c'est très... t'as quand même la logique de canaux, mais c'est très organisé en forum. T'as pas d'espace de discussion globaux. Ça, c'est d'un point de vue fonctionnalité, c'est la première chose. Tu peux difficilement aussi personnaliser ton expérience. Sur Discord, t'as différentes fonctionnalités qui te permettent, en fonction de ton profil, de tes affinités, de tes problématiques, etc., on va pouvoir faire en sorte que tu sois mis dans un cocon, en fait, avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, tu vois. Et donc, ça va amplifier l'effet communautaire. Ça, c'est la première chose. C'est sur des fonctionnalités qui sont in-app. De base, Discord, c'est comme ça. Pour moi, là où Discord va venir est bien meilleur, en fait, c'est déjà sur donc sur les fonctionnalités in-app, comme je disais. En deux, c'est peut-être même le plus important, en fait. Et c'est pour ça que des Louis Vuitton, des PSG sont dessus. Sur la personnalisation. C'est juste à quel point il y a... J'ai oublié le nom, mais à quel point ils sont intégrés dans le marché. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, Discord, c'est 500 millions d'utilisateurs. Skool, je pense que si c'est plus de 50 millions, ça m'étonnerait, tu vois. Je pense même pas. Je pense que c'est même pas 50 millions d'utilisateurs, tu vois, même en actif, tu vois, mensuel.
Je pense pas que ce soit plus. Non, c'est sûr que c'est beaucoup plus gros Discord. Ouais. Donc, du coup, tu as déjà plus de friction, les amis. Slack, pareil, c'est pas 500 millions d'utilisateurs. Slack, c'est un mauvais exemple que j'ai pris. Tu vois. Mais même mais parce qu'on n'a pas énormément de plateformes communautaires, c'est pour ça. Et donc, si tu compares à la concurrence, sur les fonctionnalités, c'est moins bien. Sur les fonctionnalités in-app, sur l'implémentation dans le marché, c'est moins bien, en fait. Il y a moins d'utilisateurs récurrents sur les autres plateformes. Et pour moi, un des points les plus importants et sur lequel Discord a un des plus gros edge, c'est la capacité de personnalisation via des intégrations techniques. En fait, sur Discord, tu peux développer tout ce que tu veux. Okay. Donc, j'invite toi-même ou toutes les personnes qui peuvent écouter, tu vois, à taper, alors déjà à rejoindre, par exemple, le serveur de Louis Vuitton, par exemple, le serveur du PSG, et de regarder qu'est-ce que tu peux faire dessus, d'un point de vue technique, donc avec des choses qu'on a développées nous-mêmes. C'est énorme, en fait. Okay. Tu peux faire n'importe quoi. J'avoue que j'ai pas fait mes devoirs, mais tu peux faire n'importe quoi. Voir, ça m'intéresse. Je te montrerai. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire typiquement un truc qui est possible sur Discord, qui est pas possible sur Skool. Alors, tu as une fonctionnalité interne à Skool qui permet de faire ça, mais vu que c'est pas développé par toi-même, c'est très limité. C'est la partie gamification. Ouais. Tu peux récompenser les membres sur Discord pour des actions qu'ils font sur Discord ou en dehors de la plateforme. Genre, tu as un classement, si tu vas sur le Discord du PSG, tu as un canal qui s'appelle Leaderboard, où là, tu as la liste des 20 membres les plus engagés du serveur. Et donc, ces personnes-là, pour gagner des points, il faut qu'ils parlent sur le serveur, il faut qu'ils créent des fanarts, il faut potentiellement demain qu'ils achètent des maillots, qu'ils achètent des places, etc., etc. Et donc, ça te permet de récompenser. Donc, déjà, de te rapprocher, parce que c'est plus authentique d'un point de vue communautaire, tu vois, ça, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt, mais aussi d'incentiver les membres les plus engagés de ton audience, de ta communauté, à être encore plus engagés, en fait, tu vois. Et ça, pour l'instant, il y a que Discord qui te permet de faire ça. Donc ça, et c'est lié à la partie intégration technique qui est juste beaucoup plus développée. Et un Skool, par exemple, est très restreint. Et un Slack, tu peux mettre des petites automatisations, mais c'est très restreint globalement, en fait. Intéressant. Voilà, donc tu as plusieurs points. Ça, c'est intéressant. Et du coup, si je peux te challenger encore un peu plus, c'est moi ce que je trouve intéressant sur la plateforme Skool. Après, je suis pas un gros consommateur ni de l'une ni de l'autre. Mais pour la petite histoire, je vais moi lancer mon canal Skool bientôt. Et pourquoi je vais le lancer sur Skool et pas sur Discord ou autre? C'est déjà que je trouve Skool un peu plus facile d'utilisation et un peu plus universel. Et je pense que ça vient aussi avec. C'est le penchant de. Enfin, le pendant de. Il y a moins de fonctionnalités pour vous, que vous pouvez moins build et craft la plateforme comme vous le voulez. Mais du coup, l'utilisateur, je trouve qu'il est sur une plateforme un peu plus lisse et un peu plus peut-être accessible, en tout cas au début. Bon, ça reste un avis perso. Mais surtout, c'est parce que tu peux héberger quand même de la formation sur le Skool. Et sur le Discord, sauf erreur, je crois pas que tu puisses. Tu peux le faire, mais c'est moins bien intégré, c'est moins fait pour ça qu'un Skool, ça c'est sûr. Et du coup, comment tu vois, parce que j'ai cru comprendre, j'ai vu aussi ta vidéo sur Infoprenariat 3.0, pareil 100% aligné avec le message, mais du coup, j'étais d'ailleurs étonné de voir que tu as réussi à accompagner Jean, Marco Cunego, etc. Via Discord. Est-ce que eux t'ont parlé de... Bon, pas forcément prendre particulièrement une personne ou l'autre, tu vois, mais dans l'idée, est-ce que tu arrives à suivre des infopreneurs sur Discord? Est-ce qu'ils sont pas tous un peu aussi mindfuck par Hormozy, Skool et tout? Et parce que souvent, les infopreneurs vont vendre après derrière une formation qu'ils aimeraient héberger potentiellement du coup sur Skool. Et tu as cette intégration et cet écosystème qui peut être préférable pour un infopreneur. C'est sûr. Les infopreneurs, ils sont tous très sensibles au discours d'Hormozy. Ils savent tous qu'est Skool, ils ont tous déjà testé globalement. Et tu remarqueras que dans la vidéo sur l'infopreneur 3.0, je parle d'un système qui est le système challenge, qui est aujourd'hui le système peut-être le plus en vogue, qui est un petit peu une variante du système webinaire, tu vois, pour leur acquisition. Tu remarqueras que personne ne fait des challenges sur Skool et que nous, on accompagne en vrai les plus gros, tu vois, tu as cité certains noms, mais il y en a plein d'autres en fait. On en accompagne énormément. Et aujourd'hui, les challenges, pour la plupart du temps, c'est soit du WhatsApp et du Discord. Nous, nos clients, en l'occurrence, c'est surtout du WhatsApp et du Discord. Et j'en ai jamais vu sur Skool. En tout cas, j'en ai jamais vu se reproduire sur Skool. Eux, globalement, ce qui les intéresse, c'est pas quelle est la meilleure plateforme, c'est qu'est-ce qui génère le plus d'argent. Et donc, quel est le canal qui va le mieux marcher. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec tout le panel d'intégration et d'expérientiel que tu peux faire sur Discord, c'est mieux d'aller sur Discord. Par contre, si jamais il n'y avait pas ce panel d'intégration, donc en fait, si jamais tu n'as pas le budget ou que tu n'as pas d'expertise en création d'intégration Discord, donc la partie développement, en fait, c'est mieux d'aller sur Skool. Parce que Skool, en fait, ou sur Skool ou sur Circle, par exemple, tu vois. Parce que c'est des plateformes qui
globalement, avec la partie in-app, sont plus adaptés à la formation, c'est plus, comme tu disais, c'est plus lisse, c'est plus accessible en fait à n'importe quelle personne. Donc en fait, si tu n'as pas d'expertise ou que tu peux pas te payer une expertise sur la partie intégration, personnalisation, expérience, etc., c'est certainement plus intéressant d'aller... Alors je sais pas, en tout cas moi c'est pas mon tas parce que moi mon gros edge sur le marché, c'est qu'on a la meilleure technique Discord. C'est peut-être plus intéressant d'aller sur un school ou un circle. C'est certainement plus simple. Par contre, les gros infopreneurs c'est pour ça que nous on accompagne en général que des gros infopreneurs qui ont le budget pour se payer aussi nos services et donc toute la tech qu'on a développée, etc. Tu vas voir ils vont que sur Discord et qu'ensuite ils en repartent pas parce que c'est beaucoup plus poussé, ça te permet d'avoir du coup beaucoup plus de participants, beaucoup plus de conversions. Donc voilà, je dirais que pour commencer, tu vois, par exemple, toi, dans ton cas, pour commencer, c'est certainement mieux d'aller sur School. On va pas mettre un budget énorme, tu vois, sur Discord. Par contre, quand tu es dans la phase un peu plus où tu veux scale, faire un truc beaucoup plus gros, là, tu vas te casser les dents sur School, en fait. Parce que c'est pas du tout assez adapté, tu peux pas aller chercher les mêmes choses, tu vois. Et School, et vu qu'il n'y a pas plus d'implémentation dans le marché qu'un Discord, il n'y a pas vraiment d'edge à être sur School, à part sur la partie in-app, tu vois, à la limite. Trop intéressant. Mais que sur la partie formation. Louis Vuitton, tu vois, oui, n'importe qui, tu vois. C'est pour ça que j'ai focus infopreneur. Ouais, t'as raison. Je vois bien que c'est intéressant. Enfin, il y a un Louis Vuitton ou n'importe quel autre grand compte que tu as cité n'a aucun intérêt à aller sur une plateforme comme School Circle ou autre. Et justement, c'était pour. C'est pour ça que je vais te challenger sur le côté infopreneur parce que j'ai vu que t'en accompagnais. Et je trouvais ça intéressant justement d'avoir ta réponse et c'est très clair. 40% de nos clients, je crois, entre 30 et 40% de nos clients sur janvier, je crois. Ok. Est-ce que... tu parles en termes de nombre de clients ou en termes de montant généré? Non, en termes de montant généré. Il y a eu des beaux lancements en challenge là aussi. En janvier. Du coup, ça m'amène une autre question. C'est est-ce que... Parce que tu mentionnais, tu vois, tu as fait un peu la transition. Si on prend le début, tu étais full Web 3. Après, j'ai cru comprendre que petit à petit, tu es transitionné vers du Web 2.5, Web 2, plus général, etc. Aujourd'hui... Donc, tu as mentionné un peu tous les différents grands comptes, les différents types de typologies de clients que tu avais. Est-ce que Kudak a joué un rôle aussi là-dedans? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que Kudak t'a apporté d'abord en termes de vraiment client positionnement et ensuite peut-être même en termes plus perso, structuration de la boîte, etc. C'est une grosse question, hein, mais... Je pense que... Non, mais c'est ultra intéressant. Et moi, ça me fait très plaisir. J'aime toujours parler de Kudak. Je suis évidemment le fruit de l'éducation de mes parents, des gènes que j'ai reçus de mes parents, etc., qui ont un énorme impact sur qui je suis en tant que etc. Par contre, sur la partie business pure, je suis un produit en fait de Kudak, tu vois. Parce qu'en fait, quand je me suis lancé, moi, j'ai rien connu d'autre. C'est-à-dire que je les ai regardés avec des yeux, tu vois, pour moi, faire 1 million par an avec une agence, je trouvais ça incroyable, tu vois, comme défi. Et de voir, en fait, c'est très inspirant. Ceux qui regardent pas, ceux qui n'ont pas regardé, je les invite à regarder, ou au moins à essayer de regarder quelques épisodes de la série Road to 1 Million de Théo, de Théo Lyon sur YouTube. J'ai trouvé ça super inspirant. Tu vois, chaque semaine, tu vois l'évolution du gars jusqu'à 1 million. Tu te dis, au départ, le mec, je peux le faire, tu vois. Il doit certainement avoir compris un truc, tu vois. Mais il n'y a pas de... Tu vois, c'est pas les mêmes paillettes que certains autres créateurs. Donc, entièrement d'accord. Ce que Kudak m'a apporté, c'est déjà l'ambition de vouloir faire quelque chose dans le côté service, tu vois. C'est toute la méthodologie quand je regardais leurs vidéos. Et puis ensuite, du moment où je me suis associé avec eux, et même avant qu'on s'associe, quand ils m'accompagnaient, parce que encore aujourd'hui, j'ai un call par semaine avec mes associés, tu vois, donc même plus qu'avec Théo et Mathieu, mais je les vois très souvent, en fait. Je les vois tout le temps. Ils m'ont façonné. En fait, je ne suis que le produit je suis vraiment le petit frère d'une certaine manière, tu vois, de Kudak, en fait. Je suis vraiment... ils m'ont tout apporté. Donc ça a joué sur tout. Donc en fait, c'est difficile de dire sur ça, ils m'ont apporté. C'est-à-dire que je les vois tout le temps. On discute tout le temps, évidemment, de Netcore, de Kudak, des autres business units. Donc ça me donne de la perspective sur tout. Et d'un point de vue positionnement, ils m'ont aidé à gagner beaucoup de temps. Hein, tu vois, en fait, aujourd'hui... si on fait le chiffre d'affaires qu'on fait, c'est en grande partie grâce à eux. Si on le fait aujourd'hui, je pense que sans eux, j'aurais peut-être pu y arriver, mais dans X temps, tu vois. Est-ce que je me serais lancé sans eux aussi? C'est encore autre chose. Donc, c'est très général, en fait. Tu vois, l'impact, c'est difficile, tu vois. C'est comme d'une certaine manière, tu vois. Si tu me disais,
quel a été l'impact de tes parents sur... en fait, je leur dois tout, parce que je leur dois mes gènes, je leur dois l'éducation, je leur dois machin. Et en fait, ceux qui m'ont donné des gènes et qui m'ont fait mon éducation business... Alors, j'ai eu mon papa, évidemment, et j'ai toujours mon papa qui a une perspective très intéressante, tu vois, différente de celle que m'apporte Kudak. Mais Kudak, globalement, ils m'ont donné les gènes, l'éducation, je les vois tout le temps, on se parle tout le temps. C'est devenu, évidemment, aussi... c'est comme mes meilleurs amis, en fait, tu vois, aujourd'hui, parce que je suis très, très proche d'eux. Trop intéressant. Mais et toi, tu devais être comme un dingue, en vrai, déjà, quand tu le disais tout à l'heure, déjà, quand Théo Lyon t'a répondu, ça doit être marrant et spécial à la fois pour toi de te dire... ça allait très vite, quand même, tout ça, au final. Ouais. C'est que, tu vois, si on fait la timeline, là, c'est en 2 ans et demi que tout ça s'est passé. Ouais, ça allait très vite. Et qu'est-ce que tu penses, enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être pas toi que je devrais poser cette question, mais qu'est-ce que tu penses, enfin, pourquoi Théo Lyon a voulu échanger avec toi très tôt, pourquoi il a voulu aussi peut-être commencer à t'accompagner, qu'est-ce qui les a amenés peut-être aussi à la volonté de s'associer avec toi. Qu'est-ce que tu dirais, tu penses? C'est quoi? C'est ton positionnement en tant que vraiment produit différenciant, parce que vous étiez très peu à le faire, je pense. Ouais. C'est peut-être ta personnalité. Alors, je pense que la réponse de Théo, de Mathieu, de Paul ou de Guillaume serait plus, qui sont mes associés, serait plus juste. Mais j'ai quand même, je pense, des éléments de réponse. Alors, déjà, sur la première partie, oui, moi, ça allait très, très vite. Ouais. Et en fait, comme j'ai dit, le moment où je crée Netcord, donc où juste, en fait, je commence à prospecter des gens, entre le moment où je commence, en fait, vraiment l'aventure Netcord et le moment où je parle avec Théo, il s'écoule 10 jours, quoi. Donc c'est évidemment, et le moment où je vois la notification, je m'en souviens toute ma vie, tu vois, je vois la notification New Event Calendly Théo Lyon, j'ai crié partout, j'étais dans mon appart à Saint-Gab, j'ai pété un câble, tu vois. J'ai pété un câble, et le soir on a fait le call, je lui ai dit après, mais tu vois, du coup c'était la nuit à Singapour, je suis sorti en boîte juste après, j'ai fêté le truc, parce que il m'a dit qu'on allait commencer à s'accompagner, machin, ça représentait vraiment bien sûr. Tout. Bien sûr. Tout, c'était impressionnant. Et après s'associer, tu vois, je me souviens à l'époque, je disais à mes proches de l'époque, le moment où j'aurai le truc où on a signé, tu vois, et l'annonce, etc. Je pense que ce sera le moment le plus fier de ma vie et tout. Et en vrai, encore une fois, aujourd'hui, au-dessus de mon bureau, il y a la photo où je suis avec Théo et c'est l'annonce, tu vois, et tout machin. Donc ça, d'un point de vue, c'est sûr que ça allait très vite et que ça m'a pris du temps en fait à le réaliser. C'était dans ma tête, c'est vraiment pendant un an tu regardes les vidéos d'un gars et d'un groupe que tu idéalises en fait et qui t'inspire énormément, et du jour au lendemain en fait ça devient très très, ça devient, il y a aussi quelque chose de très personnel qui s'est créé, etc. Et aujourd'hui je le regarde plus avec les yeux d'admiration que j'avais forcément au début, mais avec les yeux aussi d'une certaine manière, et comme pour tous mes associés, je les considère un peu comme mes grands frères. Tu vois, j'ai pas eu de grand frère, une grande sœur, mais j'ai pas eu de grand frère, et donc d'un point de vue business, comme mes grands, ils m'apprennent tout, mais d'un point de vue aussi personnel, etc., ils m'apportent énormément. Donc c'est allé très vite, évidemment. Et il y a eu ce temps d'adaptation où je me pinçais, quoi. J'étais là, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est pas possible. Donc ça, c'est très intéressant à vivre. Je suis très content de l'avoir vécu parce que c'est une sensation qui est très unique, en fait. C'est pour ça que je passe un peu de temps dessus. Et ensuite, l'autre partie d'action, c'est qu'est-ce qui a fait en fait qu'ils ont voulu me parler. En fait, ils avaient déjà donc la vision de créer un écosystème d'agence. Donc en fait, ils parlaient déjà, Théo, parce que c'est à lui que revenait ce rôle-là. Guillaume, Paul et Mathieu ont déjà assez de taf avec leur business unit. Et c'est toujours son taf aujourd'hui à Théo de parler à des gens, des jeunes notamment, qui sont ambitieux et qui ont envie de faire des agences pour pouvoir potentiellement ajouter des briques au groupe et donc avoir plus d'expertise. Et globalement, à ce moment-là, je lui envoie un message et lui, il connaissait déjà Discord. Il s'était déjà dit, putain, un jour, on va faire une agence Discord. Parce qu'il pensait que pour les e-commerçants, ce serait super intéressant et que dans 2-3 ans, tous les e-commerçants auraient des Discord. Ce qui arrivera peut-être un jour, mais qui pour l'instant n'est pas le cas. Parce qu'il avait vu Discord avec les NFT et tout, il trouvait ça génial. Et donc, il a fait un appel avec moi. Et donc, ce qui s'est passé, je dis beaucoup, et donc, pardon, ce qui s'est passé, c'est qu'il faudra lui poser des questions, ça va faire un petit peu un bus si je dis ça, mais tu vois, globalement, il a dû ressentir le côté un peu, j'ai une grande ambition que j'avais déjà à l'époque, qui était beaucoup plus structurée que ma première ambition, qui était de faire de l'argent à la base, qui n'avait plus rien à voir là. J'ai créé un gros truc. Donc, j'imagine qu'ils ont senti cette ambition-là, et puis ensuite, on se voyait toutes les semaines, donc ils ont vu que, et c'est quelque chose de très important, je travaillais, quoi. Je travaillais, donc ils croyaient en l'idée, ça c'est sûr. Bon, globalement, c'est sûr. Et je pense qu'ils croyaient plus en moi qu'en l'idée d'ailleurs, tu vois. Théo était quand même assez convaincu de Discord, mais pas mes autres associés, tu vois. Ils croyaient plus en moi qu'en Discord.
et ils voyaient que j'étais ambitieux et que ce que je disais, je le faisais chaque semaine. En fait, tu vois, en fait, l'avantage de voir quelqu'un chaque semaine, c'est que tu vois, si tu vois exactement s'il faut rien, en fait. Et si ce qu'il dit, il le fait pas, en fait. Ce qui est quand même un point très important. Puis en plus, même toi, du coup, ça te motive encore plus, j'imagine. Bah oui, en fait, ça te donne quatre fois plus. J'avais même plus besoin de gagner de l'argent, tu vois. J'avais déjà... il fallait pas que je déçoive ces mecs-là. Qui, en fait, c'est comme tes grands frères, tu vois. Enfin, moi, c'est les yeux que j'avais et que j'ai toujours, tu vois. Et c'est ultra puissant, ça. Parce qu'en fait, ça n'a même plus rien à voir avec l'argent, tu vois. Ça a rationalisé plein de trucs et ça m'a donné énormément de confiance. C'est dur, en fait, au début. La période la plus dure, c'est quand tu fais pas d'argent au début et que tu te prends que des claques, Moi, je faisais 10 calls par jour parfois et j'avais tout le monde qui me disait non, 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 des gens qui venaient même pas au call. Enfin, c'était horrible. Et ça, en fait, du moment où j'avais Koudak derrière moi qui croyait en moi, tu vois, je les voyais toutes les semaines, m'a donné une force, un truc de. C'était impossible que j'abandonne. Impossible. Donc ça est venu ajouter à déjà le caractère que j'ai de base. Et puis évidemment, ce qui a joué, c'est que Netcord a quand même relativement rapidement bien marché. On a eu des clients intéressants, le GP Explorer, des créateurs de contenu, etc. Et donc la décision je me souviens plus exactement, la décision de s'associer, elle est peut-être venue même un petit peu avant le GP Explorer, tu vois, peut-être fin mars, quelque chose comme ça. Quand même, ça a pris 2-3 mois pour prendre la décision. Et puis après, vu que ça a continué de bien prendre, ça a été assez logique, quoi. Trop stylé. Et puis en fait, il y a vraiment le fit personnel, c'est quand même le plus important, tu vois. Il y a eu un vrai fit personnel où globalement on partage des mêmes valeurs, alors, ce qui est normal parce que je me suis construit avec eux, donc globalement ce serait bizarre si jamais on partageait pas plein de trucs, parce que vraiment je me suis construit avec ces mecs là, quoi. Ouais, carrément. On a eu des éducations, des valeurs communes, même liées au sport, liées à l'ambition, à l'esprit de compétition, qui sont en commun, qui font que même en dehors de la partie business, on est très très proches, en fait. Marathon, là. Je vais le tuer. C'est la compète. Il y a plus si... Je sais pas si tu regardes sur Stripe, mais il y a plus de compète. On est quel jour, là? On est quel jour? On est le 1er mars. Ça va sortir quand ça va sortir quand? Ça va sortir dans 1 mois et demi, je pense, 2 mois. 1 mois et demi, donc après le marathon. Après le marathon, ouais. Vous verrez que je l'ai tué. Il a dit. Pour l'instant. Ça sera pas cut, mec. Je pourrais pas la cut. Moi, là, en fait, il était très confiant. Donc, moi, j'ai des vidéos de lui qui dit qu'il va me tuer, que machin, que c'est impossible, je gagne. Donc, là, pour l'instant, on a fait un trail en Italie, un 10 km et un semi-marathon. Moi, j'ai gagné les 3. C'est dit. C'est dit. La réponse en image, je mettrai. C'est quoi? Si le monteur t'es chaud, tu mettras un petit insert de qui a gagné. Il est 11h32. Jules vient de passer la ligne d'arrivée en 3h14. C'est monstrueux. Bah putain, Jules, monstre. Enfin, Jules, c'est impressionnant. Excellente perf. Un petit post Insta ou autre. Je suis difficile à battre. Il est difficile à battre aussi, mais je suis plus difficile à battre que lui. Trop drôle. Oui, on le voit bien. De toute façon, forcément, une association, c'est avant tout ça. Comme tu l'as dit, c'est de l'humain. Je pense que c'est... Ok, il y a du business derrière, etc. Mais tu t'associes avec une personne et pas avec un projet. Donc hyper intéressant. Et plus, maintenant, dernière petite partie, il nous reste quelques minutes. Revenir sur peut-être plus tes ambitions vraiment. Bon, on a compris, tu as beaucoup d'ambitions, mais je veux dire, pratiquement, concrètement, qu'est-ce que tu aimerais vraiment développer là avec, tu vois, sur cette année-là? Quels sont tes objectifs de cette année 2025? J'ai un objectif de chiffre d'affaires. Ouais. Qui, je peux en parler, comme ça si je le fais pas, accountability. Ça sera dur. Mais le BP que j'ai fait amène Netcord entre 1,3 million et 1,4 million € sur l'année. Okay. Donc on a fait 85 ou 87, je crois, en janvier. On va faire moins, mais c'est prévu dans le BP aussi là en février, j'ai pas les chiffres exacts. Et donc la plus grosse, l'objectif le plus important pour moi sur cette année, c'est faire mon BP. Voilà, faire les chiffres que j'ai annoncé vouloir faire. Ça, c'est la première chose. Et puis après, t'as des side quests, des objectifs qui vont servir cet objectif global. Hein. Et ça, en fait, j'en ai tous les mois. Globalement, c'est tous les dossiers que je pitch tous les mois. J'ai envie de tous les signer, quoi. Donc c'est le plus important pour moi au quotidien. Et donc ça, c'est chaque mois, je fais un point dessus, chaque semaine. Mais donc c'est au quotidien, hein, c'est mon taf aujourd'hui. Je suis plus dans l'opérationnel chez Netcord, je suis uniquement sur cette partie-là. C'est de signer les dossiers que je dois signer et d'avoir plus de dossiers à pitcher, en fait. Donc j'ai lié à ce gros objectif, si tu veux, chaque mois, je dois faire un certain chiffre d'affaires. Pour faire ce chiffre d'affaires, je sais que je dois pitcher tant de prospects pour pouvoir en signer tant qui rapporteront tant de chiffre d'affaires.
Donc, mon objectif global, c'est la seule chose sur laquelle j'essaye de me concentrer, c'est faire mon BP d'un point de vue lead, d'un point de vue taux de conversion, et donc derrière, d'un point de vue chiffre d'affaires, normalement, ça doit en découler. Je t'ai pas posé la question, mais si tu peux revenir rapidement sur comment vous êtes structuré là aujourd'hui. Parce que tu l'as dit, tu n'es plus dans l'opérationnel. Donc, est-ce que tu as des freelances, des CDI? Combien vous êtes? Avec ton associé aussi, initialement, comment mon associé est plus là depuis plus d'un an maintenant. Plus d'un an. Et donc, j'ai encore mes associés Kudak, évidemment. Et donc, dans l'agence, opérationnellement, tu as une dizaine de personnes sur la partie vraiment opérationnelle. En plus de ça, on a des personnes qui gèrent l'admin, des finances, etc. Donc, ça doit monter le compte à 13, tu vois. Il doit y avoir 13 personnes qui travaillent sur Netcord, ou 14, tu vois. Et effectivement, on a des personnes qu'on utilise vraiment en tant que freelance pur sur des projets à droite, à gauche, tu vois, et qu'on met sur un seul projet. Et alors, on a de moins en moins, en fait, on a presque plus. La majorité des gens de Netcord aujourd'hui, alors les formats diffèrent. À terme, on a envie d'avoir uniquement du CDI, tu vois, c'est normal. Full remote, vous êtes? Ouais, en full remote. Mais voilà, on a après des équipes qui gèrent différents projets. C'est pas les mêmes personnes. Tu vois, tu as une équipe dédiée pour les challenges, notamment, donc pour la partie infopreneur, et des personnes qui sont dédiées sur les sujets qui sont pas challenge, parce que c'est deux manières différentes de traiter les sujets. Donc voilà, globalement, tu as 2 grandes équipes, plus tout un volet développeur aussi. On a 2 développeurs en interne qui travaillent sur la tech en fait, de Netcord au quotidien, quoi. Ok, trop stylé. Et donc, tu as dit ton objectif annuel, un peu vraiment chiffre d'affaires. Ton objectif, peut-être, tu vois, plus avec cette boîte en général, plus à moyen long terme, tu vois, je sais pas quelle vision tu as avec ça. J'en ai vraiment pas d'un point de vue capital. Moi, mon objectif de chiffre d'affaires, c'était 83 000 euros. Donc, on l'a fait en janvier. C'était mon objectif, c'était très par ego et par tu vois, Théo c'était le truc qui m'avait motivé au début. Je dis punaise, le mec fait 1 million, et si un jour j'arrive à faire 1 million par an, donc c'est 83 000 euros par mois, c'est dingue, tu vois. Donc maintenant, je l'ai fait sur un mois, j'aimerais maintenant le faire sur l'année, donc c'est l'objectif quand même du BP de 2025. Donc ça, c'est voilà. Et après, par contre, sur le long terme, du coup, j'ai plus du tout d'objectif capital. On a un objectif de groupe sur les prochaines années voilà, donc je ne vais pas forcément parler, mais qui est déjà à peu près dessiné, mais on a uniquement les contours, c'est pas très précis. On essaie vraiment de se garder sur l'année, tu vois, et de voir comment ça se passe chaque année. Maintenant, moi, j'ai un grand esprit de compétition, j'ai une grosse ambition. Je vais faire le plus gros truc possible. Je me mets pas vraiment de limite parce que je pense que je suis dans un marché qui est encore assez petit, mais aujourd'hui, on a la plus grosse part du gâteau, clairement en France. Donc mon objectif, c'est aussi que, je pense, mon bet, c'est que ce marché continue de grossir, donc de rester le numéro 1. Voilà, ça c'est le truc qui... Et du coup, tu l'as dit, par exemple, bon, là vous êtes focus Discord et c'est ta grosse croyance. Si dans 2 ans, on sait pas pourquoi, il y a une autre plateforme ou autre, ton but aussi c'est d'être là, du coup d'avoir la position, la possibilité de pouvoir... Je veux pas me cantonner à Discord, c'est sûr, je pense. Après, je ferai selon ce que dit le marché, tu vois, le marché a toujours raison, donc... Si le marché dit que la meilleure opportunité pour moi, c'est de rester uniquement sur Discord, je le resterai. Mais ce que je pense, c'est que je ne resterai pas sur Discord, uniquement sur Discord toute ma vie. Et que Discord va devenir une partie de notre mission, en fait, parce que communautaire. Ta mission, c'est ça, mission communautaire. Le but, c'est d'englober aussi. C'était ma question. Un événement, un événement physique, c'est du communautaire, en fait. Tu vois. Ça doit être hyper stimulant aussi, je pense. C'est très cool. De dire que du coup, tu peux agréger un peu, élargir ta zone de confort, entre guillemets, ta zone d'expertise et donc ta proposition. Totalement. Trop stylé. Je sais pas si tu voulais évoquer peut-être un autre sujet. Non, mec, merci beaucoup. Je crois qu'on est good. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Cool. Je t'ai envoyé un petit message spontané sur LinkedIn. Ça a marché. Mais non, mais c'était trop cool. J'avais écouté, je te l'avais dit, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi j'ai invité Jules. Vous l'avez vu, parce qu'il a une histoire très intéressante. Et parce que j'avais eu un peu ce même feedback, j'avais vu 2-3 petites vidéos de toi. On m'avait parlé aussi un peu de toi, je te dirai après les noms. Voilà, et donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai vu un de tes posts LinkedIn, j'ai fait vas-y, carrément. T'as eu raison. Je t'ai envoyé un message et ça s'est fait il y a 2 semaines. Donc voilà. Écoute, trop cool, c'était très sympa. J'adore parler de moi. Mais c'est hyper intéressant. C'est super intéressant d'échanger. Et j'avais quand même regardé les autres contenus que tu avais fait. Je pense que c'est très bien. Je fais pas tous les. Il y a certains podcasts en l'occurrence que je fais pas pour des raisons de. J'aime pas l'image que ça renvoie. Je trouve que c'est un échange, c'est très bien. Je trouve que ça peut être intéressant pour des jeunes. Carrément, vous nous direz en commentaire. Donc, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre des likes, commentez, abonnez-vous. Je mettrai évidemment tous les liens de Jules et de Netcord en commentaire, en description. Je vous dis à la prochaine, dans 2 semaines en fait, ça sort tous les 2 semaines ce podcast. Ciao.